Bonjour et bienvenue autour de ces réflexions concernant l'assassinat des vies sans valeur, au sens nazi de Lebensunwert, sous le national-socialisme. Dans notre première vidéo, nous avions vu la chronologie de ce qu'on appelle l'action T4. Je voudrais, dans cette approche d'aujourd'hui, interroger la représentation. La représentation, c'est-à-dire la façon dont les nazis ont présenté ce qu'ils appelaient des vies indignes de vivre. En gros, la façon dont les nazis ont justifié, en le disant et sans le dire, l'assassinat des handicapés et des malades, en sachant qu'il s'agit d'assassinats d'handicapés et de malades allemands par des Allemands. Le terme d'eugénisme a été prononcé la dernière fois. L'eugénisme, c'est le fait d'améliorer le peuple dans son ensemble, oigenos. L'eugénisme est certes partie prenante du national-socialisme, ce n'est pas une originalité nazie. C'est-à-dire que de même que le darwinisme, c'est-à-dire la lutte du fort contre le faible, et donc une certaine détermination également héréditaire à travers un combat des espèces, de même que le darwinisme, l'eugénisme est une théorie très répandue, aussi bien parmi les scientifiques que parmi la population. Donc, vous trouverez au début du XXe siècle l'eugénisme un peu partout dans le monde. Il se trouve que le nazisme a réalisé l'assassinat des handicapés et des malades et a réalisé l'eugénisme en transgressant l'interdiction de tuer et en assassinant sciemment. Vous avez ici une propagande nazie montrant l'hérédité terrible d'une femme alcoolique. Et là aussi, on retrouve cette vision du handicap comme étant un poids pour la société et comme justifiant, sans le dire, par exemple la stérilisation. Je vous rappelle que la stérilisation forcée des handicapés et des alcooliques était explicitement prévue dans la loi de 1933. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la représentation. Pour montrer la représentation, il faut bien entendu recourir à la propagande et à la propagande nazie. Nous allons donc faire parler les nazis. Attention, ce sont des documents nazis, ce sont des documents qui parlent le langage des nazis, ce sont des documents qui parlent le langage des assassins. Le langage va être un langage qui va combiner deux choses, à la fois la dimension scientifique ou pseudo-scientifique et la dimension rationnelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas écrire « nous allons assassiner les handicapés ». Nous allons, par exemple, postuler le fait que, je cite, « les êtres de valeur inférieure ont une reproduction plus forte que la population saine ». On va ensuite illustrer cette assertion, dont d'ailleurs je ne sais pas si elle est véridique ou pas. On va illustrer cette assertion par des images, par des graphiques et par des schémas. Voici le nombre de grossesses supposées d'une mère allemande. Je vous rappelle que là aussi on a une propagande allemande. La mère allemande, la femme allemande, c'est celle qui donne des enfants aux Führer pour permettre de mener la guerre. Vous remarquerez l'image de l'allemand, l'image à la fois de la beauté allemande, également aryenne, et de cette image bourgeoise conçue de l'allemand tel que les nazis le voyaient. L'image opposée, c'est celle du handicap. Ici, voici le nombre de grossesses supposées chez les mères qui ont déjà des enfants débiles en école spécialisée. Là aussi, je ne sais pas si ce chiffre correspond à la réalité, je l'ignore totalement. J'attire votre attention sur la représentation de ces personnes handicapées qui sont différentes, difformes, parfois animales, parfois monstrueuses, et parfois rappelant la caricature des Juifs. Là aussi, l'aliénation, la différence, est stigmatisée à travers cette image du handicap, cette image de la différence. Pareil,
Vous connaissez sans doute l'ouvrage de Victor Klemperer, LTI, langue du Troisième Reich, Lingua Tertii Imperii, qui nous présente la façon dont les nazis ont créé un langage qui leur permet de dire sans dire, de nommer sans nommer, de donner une apparence rationnelle, policée, à des crimes odieux et à des crimes contre l'humanité. Voici un exemple, à travers ce jargon ronflant, pseudo-administratif et pseudo-scientifique, puisqu'il s'agit de la régression qualitative de la population en fonction d'une reproduction trop faible des êtres de valeur supérieure. Je précise qu'en allemand, c'est encore plus lourd qu'en français. Voici le panneau correspondant à cela, et voici, il s'agit d'une exposition, et voici également la représentation de ce dont il s'agit, à savoir toujours la même chose, la reproduction supérieure des handicapés, qui ferait en sorte que les handicapés seraient plus nombreux que les personnes valides. Voici ce qui arrivera si les aides de qualité inférieure ont 4 enfants et ceux de qualité supérieure ont 2 enfants. Vous remarquerez que les chiffres ne sont pas les mêmes que ceux qu'on avait vus dans la propagande précédente. Au début, après 30 ans, après 60 ans, après 90 ans, après 120 ans. Personnellement, je suis très sceptique quant à ce graphique qui est linéaire. Il s'agit d'une courbe linéaire, à mon avis. Si il s'agissait de chiffres réels, on n'aurait pas une progression linéaire, mais on aurait une progression exponentielle. Donc là aussi, cette vision pseudo-mathématique, avec papier millimétré, avec chiffres, etc., incluant d'ailleurs la difformité, fait partie de ce langage nazi qui dit sans dire, tout en se revendiquant d'un vernis scientifique. Voici le panneau, cette fois-ci, de l'exposition présentée en 1935, afin de sensibiliser la population, même si on ne dit pas qu'on va les assassiner. Ça peut être d'ailleurs une justification de la stérilisation. Le panneau est explicite, voilà ce qui arriverait, voilà comment cela se terminerait. Sous-entendu, non, cela ne se terminera pas ainsi, puisque le national-socialisme a pris les mesures, notamment de stérilisation, en sachant que pour l'instant, on n'a pas encore les mesures d'assassinat. Une autre partie de l'exposition est consacrée non pas au handicap et à la difformité, mais au miracle de la vie, à travers cette fois-ci l'admiration de la beauté, de la plastique du corps, que l'on connaît d'ailleurs aussi des films de Leni Riefenstahl, et à travers l'admiration de cette machine parfaite qu'est le corps humain. Donc vous voyez que les nazis sont parfaitement sensibilisés à la dichotomie entre beauté et laideur. Ils vont glorifier la beauté du corps parfait, jusqu'à d'ailleurs le développer, l'encourager, etc., dans la propagande et dans tout ce que l'on connaît, sur les Jeux de Berlin, etc. D'un autre côté, ils vont aller jusqu'à éliminer la difformité, éliminer la différence, jusqu'à la tuer sciemment. Quelques réflexions peut-être sur notre monde moderne et toute différence concédée, le culte de la beauté et le culte de la perfection. Mais une comparaison n'est pas présente. Revenons au nazisme. Une autre façon de justifier, sans le dire, le traitement des handicapés relève cette fois-ci du domaine économique. Il est fort possible que le public était particulièrement sensible à ces arguments financiers, puisqu'on était en pleine crise économique, et ensuite on sera en pleine guerre. Et donc, voici la notion de coût du handicapé. Non seulement le handicapé n'est pas productif, mais en plus il coûte de l'argent à la communauté. Voici la façon dont on montre un malade héréditaire qui coûte 5 Reichsmark 50 par jour, et voici, de l'autre côté, la famille allemande, encore une fois elle, qui pourrait vivre, elle aussi, pour 5 mark 50 par jour. Il y avait des publications spécialisées, il y avait des instituts spécialisés, y compris dans la propagande, et l'argument est toujours le même, c'est-à-dire, tu payes, toi aussi. Camarade du peuple, c'est également ton argent. Et on balance des chiffres qui sont évidemment considérables, puisque 60 000 Reichsmark, dans le panneau précédent on parlait de 5 Reichsmark 50, cette fois-ci on prend une vie entière, on arrive à 60 000 Reichsmark, ce qui est une fortune, pour l'allemand moyen de l'époque.
Là aussi, attention, c'est une publication de propagande nazie. La propagande nazie va se nourrir de la difformité, elle va exposer la difformité au sens littéral, puisqu'on va créer des expositions montrant les handicapés. Pareil, la difformité est associée au coût du handicap, cette fois-ci 2000 Reichsmark par année. La discrimination du handicapé va de pair avec la discrimination raciale. Alors pour les nazis, la notion de handicap est liée à la notion de race, puisque tout se transmet de manière héréditaire. Et donc il est somme toute logique qu'on trouve dans la propagande des panneaux associant l'infirmité, ici le handicap psychique, avec la différence raciale, le tout combiné à la notion de coût, c'est-à-dire de coût pour la communauté. Vous avez ici la propagande nazie, vous avez aussi l'exposition de la différence, de la difformité, de l'altérité, qui est une justification, dans le meilleur des cas, de la stérilité, dans le pire des cas, de l'assassinat. Les slogans vont venir renforcer le choc de l'image, puisqu'on va montrer la monstruosité, et on va apposer à cette monstruosité les slogans nazis. Toujours la même chose, le fardeau pour l'État, le fardeau pour le peuple. Monstruosité, difformité, toujours autour de cette idée de vie de moindre valeur, de vie qui ne mérite pas d'être vécue, sous-entendu, pour les nazis, de vie qui ne mérite pas de vivre. Image très difficile et très dure à supporter, puisqu'il est question cette fois-ci des enfants et du polyhandicap des enfants. Vous remarquerez que le slogan nazi est explicite. On peut comprendre qu'il s'agit d'une justification de la stérilisation. On peut également comprendre que cela pourrait, même si ce n'est pas encore le contexte à l'époque, justifier l'assassinat de personnes afin qu'elles ne donnent jamais naissance à de telles créatures. Il y a eu des films puisque les nazis utilisaient la photographie, ils utilisaient aussi le cinéma. Il y a eu des films, notamment un film montrant un hospice dans lequel les patients étaient en fin de vie. Et le titre était très clair, la vie comme fardeau, en sachant que le protagoniste va tuer un patient et il va justifier cette mort comme étant une action humaniste afin de débarrasser ce patient du fardeau qui était sa vie indigne de vivre. Là aussi, on ne dit pas encore qu'il faut assassiner, mais on prépare la population. L'image de propagande est très claire puisqu'elle va combiner les différents aspects de l'altérité. Vous avez ici le côté économique, puisque vous avez un Allemand avec une ville allemande bien stylisée qui porte un double fardeau. Vous remarquerez que ce double fardeau, chiffré bien entendu, toujours le coût du handicap, ce double fardeau prend à la fois la forme de l'animal et la forme de l'altérité, à travers quelqu'un qui pourrait être, par exemple, un tzigane, un SDF, on ne sait pas. Les nazis vont aller jusqu'à justifier, je vous avais parlé de biologie et d'hérédité. Eh bien, les nazis vont utiliser l'hérédité pour justifier l'ensemble de leur politique. Et notamment pour les nazis, la criminalité est héréditaire. De même que le fait d'être asocial, antisocial, c'est-à-dire de ne pas s'intégrer dans la société, est héréditaire pour les nazis. Voici un schéma d'hérédité supposée, d'image clanique de personnes inaptes à l'intégration à la communauté. Vous remarquerez qu'on pourrait penser qu'il s'agit d'une image de croisement de chats. C'est malheureusement une image d'intégration sociale, ou plutôt de non-intégration sociale d'individus, pour les nazis déterminés héréditairement. Encore une fois, la criminalité n'est pas déterminée héréditairement,
de même que le fait d'être asocial ou de ne pas être intégré à la société n'est pas un facteur génétique, du moins à ma connaissance. Voici les critères, c'est-à-dire qui ont fait leur preuve d'un point de vue social, qui ne se remarquent pas, et inaptes à l'intégration dans la communauté. Non seulement on va catégoriser les personnes, mais on va les croiser, comme on croise les chats et les lapins, ce qui va donner une image terrifiante, c'est-à-dire qu'en croisant des personnes asociales, on va aller jusqu'à créer des personnes totalement asociales, qui cette fois-ci seront marquées par un cercle noir. Là aussi, pour les personnes qui connaissent les symboles des camps de concentration, dans les camps de concentration, le triangle noir était réservé aux asociaux, également aux tziganes, mais les triangles noirs ont été internés dans les camps de concentration en raison de leur impossibilité, de leur incapacité à s'intégrer dans la société. Vous avez ici cette vision héréditaire qui n'est pas sans en rappeler une autre, ou plutôt sans en annoncer une autre, parce qu'on n'y est pas encore. Vous avez entendu parler des lois de Nuremberg, qui sont les lois anti-juives. On connaît les lois de Nuremberg, on sait qu'elles interdisent par exemple des mariages, on sait moins que les lois de Nuremberg étaient présentées, elles aussi, comme des lois héréditaires. Et la forme de cette hérédité rappelle très exactement la forme de l'hérédité de la non-intégration à la communauté, justifiant l'assassinat des handicapés et des malades. C'est-à-dire que le biopouvoir nazi, cette obsession de l'hérédité, va se traduire non seulement par la stérilisation des handicapés, ensuite par l'assassinat des handicapés, mais elle va avoir des prolongements jusque dans la Shoah, puisqu'elle va être, dans son côté biologique, pseudo-biologique bien entendu, elle va être un des fondements de la Shoah. Voici la façon dont les lois de Nuremberg parlent de ce qu'on appelle l'hygiène raciale, de ce qu'on appelle le sang allemand, en montrant quels sont les croisements, c'est-à-dire les mariages interdits et permis, en sachant que la limite de l'hérédité biologique, c'est encore une fois le côté idéologique. Puisque si on appliquait la biologie au sens littéral du terme, des mariages entre juifs et non-juifs conduiraient à faire ce que les nazis appelaient des métis, c'est-à-dire conduirait d'une certaine façon à diminuer la judéité. Ça, c'est la version biologique. Pour les lois de Nuremberg, c'est le contraire. Certains mariages sont interdits. Et ils sont cette fois-ci interdits, non pas en raison de la logique biologique, qui encore une fois est une logique pseudo-raciale, mais ils sont interdits en raison de l'idéologie nationale-socialiste. Nous avons donc vu que ces représentations du handicap et ces représentations de l'altérité vont nous conduire à l'élimination de l'autre, sous toutes ses formes, élimination qui peut avoir des facteurs différents, économiques, sociaux, sociétaux, également éthiques, également esthétiques, puisque c'est la laideur qui va être éliminée. Et que cette logique de biopouvoir va conduire jusqu'aux lois de Nuremberg. Si vous recherchez un peu de lecture sur ce sujet difficile, je vous renvoie au numéro spécial de la revue d'histoire de la Shoah, coédité par Georges Bensoussan et par moi-même, dans lequel vous trouverez des articles de fond, et dans lequel vous trouverez précisément des articles montrant ce passage du biopouvoir à l'assassinat, puis à ce qu'il faut bien appeler l'extermination, avec la conséquence ultime que fut la Shoah. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite de bonnes lectures et j'espère vous retrouver la prochaine fois. Merci, à bientôt.